Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, à Nabino, entretien et à l'élo, to yambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. J'ai avec moi M. Christian Moleka, coordonnateur national de la DIPOL, Dynamique des politologues. Et à ma gauche, j'ai M. Yves Bahati, coordonnateur du mouvement panafricain. Je vais directement passer par la contextualisation du rapport. En gros, qu'est-ce que veut dire cette conférence? On voit là derrière écrit Transparence RDC, mais aussi de l'autre côté à le CEPAS. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Alors, nous sommes sans ignorer que le CEPAS est un centre d'études qui, par ses recherches, par ses travaux, cherche le développement intégral de l'homme, mais aussi de la société. Et dans ce cadre, le CEPAS, le Centre d'études pour l'action sociale, a initié en 2021 un projet triennal dénommé REPER, qui en sigle voudrait tout simplement dire redevabilité, participation et engagement citoyen responsable. C'est que nous avons aujourd'hui REPER. Alors, ce projet vise quoi en réalité? Le projet REPER, qui est un projet triennal, c'est-à-dire qui s'étend sur 3 années, 2021, 2022, 2023, mais aussi 2024 inclus, voudrait par ce projet, c'est-à-dire voudrait par ce projet que nous puissions inculquer la culture de redevabilité dans les chefs des dirigeants, mais aussi la participation surtout citoyenne de la population en ce qui concerne la gestion du pays, mais aussi la gestion de la République par un engagement citoyen responsable. Nous ne voudrons plus seulement qu'il y ait seulement un engagement, mais nous martelons sur l'engagement citoyen responsable, parce que c'est de ça qu'il faut pour que ce pays se relève, pour que ce pays aille de l'avant. Alors, dans sa perspective du projet REPER 2024, ensemble, le CEPAS, ensemble avec ses partenaires, ont constitué ce que nous appelons depuis 2020 Transparence RDC, la coalition Transparence RDC. C'est quoi la coalition Transparence RDC? Transparence RDC est tout simplement la coalition, encore un ensemble des organisations de la société civile qui se sont dit, organisons-nous en synergie, organisons-nous en réseau afin de promouvoir 2 choses. Ces 2 choses sont principalement l'exigence des autorités publiques ou encore l'exigence de la transparence aux autorités publiques. Ça, c'est le premier objectif de Transparence RDC, cette coalition. Et deuxièmement, il y a l'accès à l'information pour les citoyens. Donc, la coalition Transparence RDC vise deux axes. Premièrement, l'exigence de la transparence de la part des autorités publiques. Et deuxièmement, l'accès à l'information pour la population. Nous sommes sans ignorer que le gouvernement, mais aussi les institutions du pays, initient des projets chaque jour, mais aussi chaque année. Et par moment, la population n'a toujours pas eu accès à ces informations, encore que même la presse elle-même a toujours rencontré des problèmes, surtout par rapport à l'accès aux informations qui concernent les projets lancés par les gouvernements. C'est dans ce cadre que Transparence RDC se veut promouvoir la transparence, mais aussi l'accès à l'information. Comme je l'ai dit, le projet REPER, qui est un projet triennal, alors ce projet n'a pas commencé aujourd'hui par ses rapports,
Mais le projet Repère a commencé par plusieurs rapports, notamment le premier qui consistait au rapport sur les priorités et préoccupations des citoyens qui a été élaboré en 2021 toujours, où nous avions eu des experts, mais aussi des gens qui sont descendus sur le terrain pour récolter dans la ville de Kinshasa les besoins et les priorités des citoyens. Et au-delà de tout ça, il y a eu un deuxième rapport sur les engagements pris ou encore pris par les autorités ou encore les personnalités publiques. C'est de ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, le premier rapport qui est celui des priorités besoins des citoyens, comme le mot le dit, nous avons voulu par ce rapport récolter tout le besoin mais aussi les préoccupations des citoyens, parce qu'il ne faudrait pas amener par exemple dans un coin où il faut des infrastructures, il ne faudrait pas peut-être amener une autre gouvernance alors qu'eux ils n'ont besoin que des infrastructures. Il ne faudrait pas peut-être penser à construire des routes pendant que dans d'autres coins du pays on a besoin de voies ferrées. Voilà pourquoi nous avons relayé, ou encore nous avions voulu récolter les besoins et priorités de citoyens dans chaque contrée de la République. Ça, c'est par rapport au premier rapport. Le deuxième rapport, c'était par rapport à la récolte de tous les engagements pris par les autorités politiques, mais aussi par les autorités publiques, les personnalités publiques du pays. Du président de la République jusqu'au gouvernement, en passant par d'autres institutions, nous avons relayé tous ces rapports-là, encore tous ces engagements-là pris par eux. Et de ces rapports-là, nous avons sélectionné quelques-uns des engagements pris par certaines autorités, encore par certaines personnalités, que nous avons évalués durant leur mandat. Il y a le rapport qui a été, il y a les engagements qui ont été pris bien avant lors de la campagne, d'autres qui ont été pris pendant le mandat. Et de ces engagements, nous avons tiré des conclusions, mais aussi nous avons essayé de voir l'état d'avancement ou encore la mise en œuvre de ces engagements. Alors, spécialement pour ce premier rapport de 2023, nous avons essayé d'avoir quelques engagements pris par les autorités, et ces engagements se basent plus sur 3 secteurs. Nous avons le secteur de la sécurité, ça c'est de 1. Nous avons le secteur de la justice, ça c'est de 2. Et nous avons le secteur des infrastructures. Et nous allons vous expliquer pourquoi nous avons sélectionné quelques engagements dans ce secteur-là. Comme je venais de le dire tantôt ici, que nous avons sélectionné le secteur de la sécurité. Pourquoi le secteur de la sécurité? Parce qu'il faudrait déjà noter que le secteur de la sécurité aujourd'hui constitue l'une des priorités des citoyens. Ça, on ne peut pas se voiler la face. On n'a qu'à voir l'agression rwandaise qui sévit notre population à travers ou encore dans l'est du pays. Nous n'avons qu'à voir plusieurs conflits interethniques qui sont éparpillés partout dans le territoire national. On a par exemple le conflit Lendoué-Ema en Ituri. Nous avons le conflit Tekeyak avec le phénomène Mobondo dans le Kwilu, le Kwango et peut-être même à l'entrée de la ville à Kinshasa, précisément à Maluku. Et nous avons le conflit le plus récent, celui de Mbole et Lengola à Kisangani. Ça montre la nécessité pour nous encore, la raison d'être de cet axe ou encore de ces secteurs dans ces rapports. Deuxièmement, il y a que la population aspire à la sécurisation, surtout en cette période cruciale des élections, mais aussi pendant qu'il y a certains coins du pays, il n'y a pas eu déroulement de quelques activités de la CENI parce qu'il y a l'insécurité qui règne, mais aussi il y a aussi nous avons également les banditismes urbains qui s'accroît dans plusieurs agglomérations ruraux mais aussi urbains. Nous avons aussi quelques crimes qui se commettent même dans les zones où on pense qu'on ne pouvait pas avoir de risques. Nous avons plusieurs cas, nous avons le cas par exemple de l'opposant Cheribe Okende. Nous avons aussi les cas par exemple de M. Chabani Record qui s'est vu plutôt à être menacé mais aussi
être intimidés en plein centre-ville. C'est ce qui démontre notre raison ou encore la raison d'être de ces secteurs ou encore de ces taxes. Dans ces rapports, il y a aussi une autre raison, c'est-à-dire la raison vient du président de la République qui a fait de ces secteurs l'un de ses piliers, encore l'un des axes prioritaires de son secteur ou encore de sa gouvernance. Nous nous souviendrons que le président de la République, à un moment donné, avait fait une déclaration en ces termes, que s'il n'arrivait pas à ramener la sécurité ou encore à ramener la paix dans le pays, ça constituerait un peu un échec par rapport à son mandat. Ça, c'était par rapport au domaine de la sécurité. On a le domaine de la justice comme deuxième axe de ce rapport. Dans ce domaine ou encore dans cet axe, nous avons quelques raisons d'être. La première raison d'être est qu'au début du mandat du président de la République, même tout au long de son mandat, il y a eu une certaine réactivation, mais aussi la création de certains organes par le président de la République. Nous avons notamment la PLC, nous avons l'IGF qui a été réactivé, nous avons la Cour de compte qui a été redynamisée, nous avons le Sénaref, et nous avons la Sénaref plutôt, et plusieurs autres organes au niveau de la justice qui ont été mobilisés pour rendre effective le domaine de la justice ou encore efficiente ce secteur-là judiciaire. Mais aussi, il y a eu la multitude de dénonciations sur des potentielles infractions, surtout en matière de détournement, de corruption et de blanchiment des capitaux pendant ces mandats. Et ça nous pousse aussi à placer ces taxes dans ces rapports. Nous avons le troisième axe, qui est l'axe de l'humanisation des services de renseignement. Cela se justifie du simple fait qu'en 2018, nous sommes passés d'un pouvoir militaire, celui de M. Joseph Kabila, à un pouvoir civil de M. Félix Tshisekedi. L'on note que lors du pouvoir de M. Félix Tshisekedi, nous étions, et de M. Kabila, président de la République honoraire, nous étions sous une forme d'un pouvoir militaire. Et à l'arrivée en 2018, nous avions vu un pouvoir civil prendre le pouvoir. Voilà pourquoi il y a aussi le secteur de l'humanisation des services de renseignement qui est repris dans ces rapports. Et troisièmement, il y a le secteur des infrastructures. Pourquoi le secteur des infrastructures? Nul n'ignore qu'ici, au début du mandat du président de la République, ces premières œuvres ont été axées sur la construction, encore sur le lancement de plusieurs chantiers, notamment le projet 100 jours, avec les débats qu'il y a eu, mais aussi avec les résultats que nous avons, notamment le saut de mouton. Il y a aussi le projet Tile et Gelou qui fait partie de son mandat. Il y a le projet Zéro Trou qui a été initié également par le gouvernement. Il y a le fameux projet PD 145 territoires, c'est-à-dire le projet de développement à la base des 145 territoires. Voilà en bref la contextualisation du rapport et les quelques axes, ou encore les quelques secteurs qui sont dans ce rapport. Alors pourquoi ce rapport? Ce rapport vise quelques objectifs que je vais essayer de citer. Premièrement, identifier et rappeler les engagements pris par les gouvernants, ce que nous avons fait. Deuxièmement, inciter les gouvernants congolais à respecter leurs engagements. Troisièmement, promouvoir la culture de redevabilité dans les chefs de gouvernants congolais. Quatrièmement, il y a pousser le peuple à s'approprier les engagements pris par le gouvernement, d'en faire le suivi en exigeant leur exécution. C'est ce que nous avons fait. Et en dernier lieu, mettre à la disposition de la population les niveaux d'avancement des engagements pris par les gouvernants. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons essayer de voir les niveaux d'avancement de ces quelques engagements. Sans plus tarder, nous allons passer à la première intervention, qui sera celle de M. Yves Bahati, qui sera axée sur l'humanisation des services de renseignement. Nous n'oublions pas qu'en 2019, M. Félix Tshisekedi, président de la République, avait pris l'engagement, avait fait la déclaration à Windhoek qu'il devait humaniser les services, ou encore qu'il pensait humaniser les services de renseignement. Et M. Yves Bahati va tenter de nous faire un peu le condensé de cet engagement. Qu'est-ce que nous entendons par l'engagement d'humaniser les services de renseignement? Où en sommes-nous avec cette humanisation?
et quels sont les résultats, quelles sont les avancées et quels sont ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Je passe la parole à M. Yves Bahati pour la première intervention. Avait été pris par le président de la République. C'était en février 2019, devant les ressortissants congolais en Namibie. Le président de la République, Félix Tshisekedi, avait déclaré à Windhoek, je cite, « Il n'y aura plus de répression au Congo pour des opinions politiques. J'étais clair lorsque j'ai tenu la première réunion du Conseil supérieur de la Défense. L'administrateur de l'Agence nationale de renseignement, ANER, y avait été convié. Je lui ai clairement dit que je voulais humaniser les services de renseignement qui sont une police politique pour mettre les gens dans les cachots qui ne sont pas d'ailleurs en conditions standards. Ça, c'est fini. » Fin de citation. Au cours de cet entretien, le président Félix Tshisekedi a également déclaré, je cite, « Je ne veux pas qu'on arrête les Congolais qui critiqueraient le chef de l'État. Je ne suis pas Dieu le Père, je suis un individu qui a été élu par la majorité des Congolais, mais aussi par d'autres qui ne m'ont pas élu. Je veux qu'ils continuent à s'exprimer. » Au cours de ce même entretien, il avait déclaré ce qui suit. « Nous allons donner à l'ANER un autre visage, plus humain. J'ai déjà donné pour ordre la fermeture de tous les cachots de l'ANER et que l'on ne puisse plus retenir les gens juste à cause de leur opinion politique. » Ce même engagement avait été repris dans le programme d'action du gouvernement qui souligne également la nécessité d'humaniser les services de renseignement. Parlant de la compréhension de cet engagement public, lorsqu'on parle d'humaniser un service, c'est que l'on reconnaît que les méthodes et procédures employées par le service en question sont inhumaines. Humaniser, c'est rendre un service ou un lieu plus humain, plus supportable à l'homme. Humaniser un service, c'est le rendre conforme aux règles et aux droits humains qui s'imposent en la matière. S'agissant des services de l'ANER, les humaniser voudrait dire rendre viables les lieux de détention et respecter les droits des personnes interpellées en employant des méthodes plus appropriées, susceptibles à ne pas porter atteinte à l'intégrité physique et à la dignité humaine, dans le respect des procédures administratives et légaux reconnues. Ainsi, il se dégage de l'humanisation du service de l'ANER deux aspects importants. D'une part, l'aspect lié aux droits des personnes interpellées ou à interpeller, et de l'autre, celui relatif à l'amélioration des conditions de détention, avec comme conséquence la fermeture de certains lieux de détention non conformes. Parlant de l'aspect lié aux droits des personnes interpellées, lorsqu'on veut humaniser le service de l'ANER, toute interpellation doit se faire dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des conventions contre la torture et les traitements inhumains et des dispositions constitutionnelles reconnues, notamment les articles 17 et 18. En humanisant, l'on doit bannir tout usage de violence, y compris la torture sous toutes ses formes. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité. Parlons de l'aspect lié aux conditions de détention. Lorsque les personnes interpellées présentent des indices sérieux de culpabilité, elles peuvent être maintenues en détention pour des enquêtes approfondies dans le strict respect des règles de procédure. Cependant, les lieux de détention humanisés doivent être suffisamment éclairés, avoir des installations hygiéniques propres, avoir un équipement, entre parenthèses, lit, matelas, couverture, etc., pour dormir librement et dignement, avoir la possibilité d'offrir une alimentation saine et régulière. Il découle de ce qui précède que lorsqu'il s'agit d'humaniser les services de l'ANER, si les quelques conditions précitées ne sont pas réunies dans les lieux de détention, ces lieux doivent être fermés ou supprimés. Notons enfin
que tous les lieux de détention doivent être sous les contrôles du parquet. Parlant de l'évaluation de l'engagement, il faut reconnaître qu'au début du mandat du président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi, la libération de certains prisonniers politiques s'est effectivement concrétisée. Mais selon les rapports de l'Association pour l'accès à la justice ACAJ et les témoignages de certaines personnes arrêtées, les cachots clandestins n'ont pas été fermés. Certains ont été simplement délocalisés. Bien que ces cachots soient difficilement identifiables, il nous revient qu'ils sont souvent placés proches des postes de police, de manière très dissimulée et hors de contrôle de ceux-ci. Dans ces cachots, il n'y a généralement ni lumière, ni toilette. Toutes les conditions sont humainement inacceptables. Quant aux arrestations, tout se passe inaperçu, à l'absence de tout témoin, comme dans le cas d'un enlèvement pour ne laisser aucune trace à la famille de la personne arrêtée, de son avocat ou de son médecin. Les personnes détenues sont souvent torturées et soumises à des traitements inhumains. Au cas où elles doivent être relâchées, elles sont amenées cagoulées à des endroits isolés pour qu'elles ne soient pas capables de reconnaître leur lieu de détention. Fort de ce qui précède, l'on peut aisément être amené à dire que l'engagement d'humaniser les services de l'ANR pris publiquement par le président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi, est loin d'être honoré et de plus en plus, l'on constate une reprise des intimidations et arrestations des acteurs politiques provenant tant de l'ANR que des renseignements militaires ex-DEMIAP. L'on peut citer entre autres les cas emblématiques ci-après, Franck Diongo, Salomon Escadela, Lance Omelonga et du journaliste Stanis Boujakera. À titre d'exemple, l'Association congolaise pour l'accès à la justice et Justicia ASBL ont documenté près de 30 cas de personnes arrêtées arbitrairement et détenues dans les cachots de l'ANR en violation des articles 17, 18 et 19 de la Constitution. Et certains cas recensés par les équipes des organisations partenaires au CEPAS prouvent à suffisance que l'engagement public du chef de l'État congolais n'a pas été honoré. Ci-dessous, quelques exemples évoqués dans quelques provinces du pays. Il y a un tableau. À Kinshasa, par exemple, nous avons Dramando Ferdinand, directeur-chef du département Sokimo, qui avait été détenu dans un cachot de l'ANR pendant plus de 25 jours et en privation du droit de visite. Toujours à Kinshasa, M. Boulunga Nikamango Freddy, directeur toujours de la Sokimo SA, comme motif de détention, c'était un conflit personnel détenu dans les cachots de l'ANR pendant plus de 25 jours en privation des droits de visite. À Kinshasa toujours, le 26 juillet 2022, M. Jimmy Kitenge, secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD, comme motif de détention inconnu, lieu de détention cachot de l'ANR, pas de droit de visite de la famille et médecin et son avocat. Mais il a été libéré en mars, je crois, 2023. Le 10 février 2023, l'humoriste Junior Nkole avait été détenu dans les cachots de l'ANR comme motif de détention, incitation à la haine tribale. Il avait été libéré un mois après. Dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi, Eli Kalomba, étudiant en deuxième licence, avait été arrêté le 29 juillet 2022 comme motif de détention inconnu. Lieu de détention dans le cachot de l'ANR, détenu pendant 5 jours en privation de droit de visite avant d'être acheminé à Kamina jusqu'à ce jour. Toujours dans le Haut-Katanga, le 5 mars 2022, M. Kaya Liaki Frank avait été arrêté et détenu dans les cachots de l'ANR. Comme motif, il se serait fait passer pour un proche du chef de l'État. Il avait été relâché après 2 semaines de détention. Toujours dans le Haut-Katanga, M. Jacques Matanda, magistrat au parquet près le TGI de Lubumbashi, avait été arrêté le 2 mars 2022 dans le cachot de l'ANR. Il avait été enlevé et torturé et relâché après plusieurs interventions. Dans le Lualaba, à Kolwezi, le 2 juillet 2022, Lissoukou Narcisse, président urbain de l'Union des jeunes Katangais, pour comme motif qu'il aurait publié des images portant atteinte à l'autorité du chef de l'État sur sa page Facebook. Il avait été retenu dans les cachots de l'ANR et relâché après 9 jours de tourments et tortures. Un candidat, le président de la République à l'époque,
et dans le cadre de la coalition CACH, Cap pour le changement. Compréhension de l'engagement. En termes clairs, l'engagement dont il est question ici consiste pour le chef de l'État à une intensification de son action relative à la pacification de tout le territoire national en allant lui-même s'installer dans les zones des conflits, le tout dans le but d'y mettre fin par tous les moyens légaux disponibles et de redonner le sourire aux populations meurtries. La présence du chef de l'État est entendue dans les zones des conflits comme une source de motivation et de réarmement moral pour les troupes au front, ce qui était une bonne lecture de la situation de sa part. Évaluation de l'engagement. L'engagement d'installer un quartier général du président n'a jusqu'à ce jour pas été réalisé. Entre-temps, la République a fait face à la situation rwandaise couverte du mouvement 23 et le président de la République suit de loin les multiples tueries des compatriotes de l'Est, les calvaires innombrables des familles en perpétuel déplacement, l'asphyxie des populations de Goma, notamment coupées des points de ravitaillement en denrées alimentaires de suite des affrontements. Certaines approches militaires ont été privilégiées par les présidents. On peut, entre autres, soulever l'offensive de grande envergure, les opérations conjointes IPEDF-FARDC, lancées contre les mouvements ADF, particulièrement depuis fin octobre 2020, qui ont été également suivies, paradoxalement, avec une hausse des massacres des civils inédite depuis 2014. Les mesures d'état de siège, des mesures exceptionnelles prises dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en mettant en place une gouvernance militaire dirigée à la fois par des anciens militaires provenant soit de l'ancienne rébellion du MLC et du RCD Goma, en mai 2021, et qui avait pour objectif également de mettre un terme à l'activisme de groupes armés. On se souviendra tous qu'il y a quelques temps, une table ronde a été mise en place pour évaluer l'état de mise en œuvre de l'état de siège. La position officielle de la table ronde a été la levée, l'état de siège, mais le président a pris l'option des dispositions transitoires qui sont à la fois tentatives de maintenir l'état de siège tout en le faisant partir progressivement. Quelques autres réalisations à son actif, il faudra ajouter la loi sur la programmation militaire qui a été adoptée en 2022, la mise en place du programme PDDRSS, le programme de désarmement, démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation, pour apporter au dispositif sécuritaire militaire un volet désarmement. Je rappelle en passant que le coordinateur du mouvement, du programme PDRSS a été démis de ses fonctions, M. Tami Tamboué, et qu'il a été remplacé par l'abbé Jean Bosco Bahala il y a peu. D'autres mesures diplomatiques également ont été initiées, à savoir notamment une pression pour que nous puissions obtenir enfin la levée du régime de notification imposé à la RDC par l'ONU pour les gendarmes, et également les accords dits de Luanda et les processus de Nairobi qui tentaient également de trouver une solution diplomatique à la question de la guerre. Et donc si nous prenons aujourd'hui les statistiques de la situation sécuritaire à l'Est, nous avons l'existence de plus de 200 groupes armés localisés en Ituri, au Maniema, au Nord Kivu, au Sud Kivu et au Tanganyika. Soit une sorte de corde de la sécurité qui va pratiquement de l'est, du nord-est du Congo jusqu'au Katanga Nord. Pendant la période de l'état de siège, le nombre de victimes civiles évaluées s'est élevé à 3638 morts durant l'année 2022. Le nombre de personnes déplacées en interne au Congo aujourd'hui s'élève à 6,4 millions d'habitants déplacés. Et ça, c'est le rapport OCHA de septembre 2023. Pour l'année 2023 uniquement, il y a eu une augmentation d'1,8 million de Congolais déplacés uniquement pour l'année 2023. Et le nombre de personnes retournées s'élève aujourd'hui à 2,2 millions, plutôt 2,8 millions 400 durant ces 2 dernières années. Et donc si on reprend les propos du porte-parole du gouvernement de la République, plus de 272 personnes ont été tuées à Kicheche, à Rutshuru, le 29 novembre 2022. Si on prend le tableau de la situation sécuritaire, on peut sans se cacher la face dire qu'on est loin de la pacification entendue en termes d'engagement et qu'à ce jour, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. S'agissant des provinces de Mai-Ndombe et du Kwilu, selon Human Rights Watch, le conflit interethnique entre Yaka et Teke
déclenchés dans les territoires de Kwamut au mois de juin 2021 ont atteint également le territoire des Bagata dans la province de Kwilu et même la commune de Maluku, dans la ville-province de Kinshasa, occasionnant au moins 300 morts, un déplacement massif des populations, avec plusieurs centaines de maisons détruites et incendiées. Force là également de constater que l'engagement de ce territoire, particulièrement en ne s'est pas également concrétisé. Le deuxième engagement sur lequel je veux me prononcer, c'est la matérialisation d'une juridiction spécialisée dans la lutte contre la corruption, la fraude fiscale, le blanchiment de capitaux et le détournement des deniers publics. C'est également un engagement que le président a pris le 13 décembre 2019, lorsqu'il a déclaré devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ceci. Dans les prochaines semaines, je souhaiterais voir se matérialiser l'option d'une structure judiciaire, voire d'une juridiction spécialisée dans la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment de capitaux, ainsi que le détournement des deniers publics. Compréhension de l'engagement public. Dans un pays où le détournement de deniers publics se compte en millions de dollars chaque mois, l'idée de créer une juridiction spéciale pénale pour lutter contre ces fléaux est salvatrice. Une juridiction spécialisée, souvent créée pour juger des actes dont la compétence est dévolue de manière générale aux juridictions déjà existantes, mais en tenant compte de la prolifération de ces actes, une juridiction spéciale peut être créée pour pallier à cette situation. Réaliser cet engagement veut dire créer une juridiction spécialisée de l'ordre judiciaire avec une compétence matérielle de juger les auteurs présumés d'infractions de corruption, de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux et détournement des deniers publics. Une juridiction dont la compétence est déterminée de manière à permettre de poursuivre les auteurs présumés, même pour les actes commis à l'étranger, lorsqu'ils préjudicient les intérêts de la RDC. C'est d'ailleurs ce qui est prévu dans la Constitution de la RDC, telle qu'est modifiée à ce jour, dans son article 149, alinéa 6, qui stipule « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts et les jugements, ainsi que les ordonnances de cours et tribunaux, sont exécutés au nom du président de la République. Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit. La loi peut créer des juridictions spécialisées. Dès l'évaluation de l'engagement du président de la République. Il faut reconnaître qu'à ce jour, qu'il y a une accélération, qu'il n'a pas eu une accélération de la matérialisation de la réforme judiciaire telle que postulée tantôt, et que, conformément à la Constitution et à la loi fondamentale, d'autres juridictions n'ont pas été créées. Reconnaissons par ailleurs que les magistrats de la Cour des comptes ont prêté serment au mois de, le mois n'est pas précisé, en 2022, et qu'un effort de redynamisation à saluer s'est matérialisé au niveau de la Cour des comptes, qui a été créée depuis 1987, mais qui manquait des juges assermentés pour pouvoir rester librement. Mais la Cour des comptes n'est pas une juridiction spécialisée. Et donc, tout en saluant le fait que la Cour des comptes a été redynamisée, tout en saluant également l'érection de l'Agence de prévention de lutte contre la corruption, l'APLC, qui était rattachée au cabinet du président, tout en saluant également le fait que la cellule nationale des renseignements financiers, CNRF en sigle, a été redynamisée, il est plutôt malheureux de constater que la corruption s'est par ailleurs multipliée. Et que cette problématique du détournement des deniers publics, plutôt que de se voir ralenti, a pris tellement de l'ampleur que c'est chaque jour ou chaque mois que nous apprenons des soupçons de détournement de deniers publics. Il n'y a qu'à suivre le tout récent débat que nous avons eu autour du jeu de la francophonie, qui ne semble plus intéresser grand monde, alors qu'il y a des soupçons avérés d'écart des chiffres entre ceux qui ont organisé le jeu et les ministères des Finances. Il n'y a qu'à voir les nombres de millions qu'on nous présente chaque jour sous les projets routiers au Kasaï qui n'ont pas intéressé la justice. Et donc à ce jour également, on peut en conclure que la promesse présidentielle de mettre sur pied une juridiction spéciale ne s'est pas concrétisée telle que prononcée par lui-même. Je dis et je prononce. Donc, je pense qu'il y a même un tableau synthétique de tous ces engagements à la fin. Et par rapport à ces rapports, nous avons fourni quelques recommandations au gouvernement, parce qu'il ne faudrait pas seulement évaluer
mais aussi il faudra passer aux quelques recommandations par rapport à ce que nous avons connu, encore ce que nous avons vu sur le terrain. Et ces recommandations se basent ou encore s'articulent sur plusieurs axes ou encore envers plusieurs autorités publiques. En premier lieu, nous avons des recommandations à fournir au président de la République. En deuxième lieu, il y a le gouvernement. En troisième lieu, il y a le Parlement. En quatrième lieu, il y a les partis politiques. Et en dernier lieu, il y a la justice. En ce qui concerne le président de la République, la coalition Transparence RDC recommande au président de la République ce qui suit. D'instruire le gouvernement quant à la matérialisation des engagements faits en public et de mettre en place un dispositif de suivi efficace de ces instructions par le biais de ses services. D'éviter de la surenchère politique dans ses discours et dans ses autres interventions publiques. De sanctionner politiquement et d'attraire tous ses collaborateurs soupçonnés dans la malversation financière devant la justice. Au gouvernement, la coalition Transparence fournit ses recommandations. De toujours réaliser des études de faisabilité préalablement à la présentation de ces différents programmes, de tenir compte des préoccupations et priorités des citoyens lors de l'élaboration et de l'exécution de la loi des finances, de respecter les règles sur les marchés publics, la chaîne des dépenses dans l'exécution des projets de gouvernement, de privilégier les actions sociales au détriment des promesses fallacieuses, de mieux informer les citoyens sur les réalisations afin que la population s'approprie ce qui est fait en son nom et pour son compte, d'éviter également la surenchère politique. Au Parlement, de renforcer le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale et les cas échéants de sanctionner les membres du gouvernement réfractaires. De veiller sur le respect strict de la loi budgétaire par les institutions. Aux partis politiques, de mieux former leurs militants et cadres sur le civisme dans tous les domaines, de préparer la gouvernance et les cadres à l'intérieur des partis avant l'accès aux fonctions étatiques, d'élaborer des projets de société réalistes qui rencontrent les besoins des populations et de les vulgariser. À la justice congolaise, de toujours initier des poursuites judiciaires en cas de dénonciation sur des éventuels faits de détournement des deniers publics, des corruptions et de tous leurs corollaires. À la population congolaise, de se sentir concernée et impliquée dans la gestion de l'affaire publique, de dénoncer la mauvaise gouvernance par toutes les voies légales, de cultiver l'esprit du contrôle citoyen, de sanctionner les mauvais dirigeants par toutes les voies légales. À la société civile, de renforcer les mécanismes de pression sur le gouvernement et à adopter la culture de transparence et de redevabilité, de faire des plaidoyers pour améliorer la gouvernance en RDC, de faire des monitorings des engagements publics et programmes du gouvernement, de constituer une dynamique pour exiger les débats contradictoires entre candidats président de la République, mais aussi entre tous les candidats au niveau de toutes les échéances électorales. En ce qui concerne les recommandations, nous en sommes là. Merci beaucoup. Dans répondre je crois que tant que de commencer la bandère pour le bas, alors qu'il y a une redevabilité, c'est-à-dire rendre compte. Les engagements ont été pris dans le cadre d'un mandat. Et donc, à la fin de l'exercice du mandat, nous évaluons les engagements pris. Ça ne peut pas s'intervenir en milieu, on peut avoir une évaluation d'étape, mais on a une évaluation à la fin. Et donc, c'est tout à fait, de notre point de vue, cohérent que l'engagement pris dans le cadre d'une mandature soit évalué pendant et à la fin de ce mandat. Ils ont les Kambouya, comme c'est la Moutoukote, ils ont les Kambouya en redevabilité. Tout donc la veille à l'élection présidentielle, c'est vrai, mais tout soulever en gros. C'est-à-dire qu'il faut que la politique baille pour les engagements où ils sont réalistes. Les Kambouya, les Kambouya surenchère. Surtout, c'est un débat politique. Parce que ceux qui ont eu engagement, c'est un qui s'appelle Dengani Nokoutier en mot sur place. Et que Bandeko va poursuivre une élection Oyo, il y a 6 cas, toujours en 2023.
Bazoa Makoki, par le débat politique, de dire, moi je veux mettre fin à la guerre comme ça, et puis pas contredire rien d'abord comme ça. Donc il y a une partie, il y a évaluation d'engagement pris en début de mandat, dans fait exercice, et appel à ce que Bao Baza Kokende, dans la Soya, Baza la surenchère, puis Baza opportunité entre la débat. Ils ont nullement caricaturé sur Moutou. C'est vrai que Transparence est en 2021, comme en coalition, et qui peut-être pour sentir qu'ils ont plus focalisé dans le mandat Oyo. Mais même dans le mandat Oyo, Transparence continue toujours. Par rapport à la deuxième question, vous pouvez... Par rapport je dirais, si vous prenez les différentes observations prises par Villiers, on peut dire qu'on n'est pas dans la bonne direction, de manière assez globale. Il y a certes des signes d'avancée qui ont été relevés dans certains secteurs, dans l'infrastructure, dans la justice, dans les questions militaires, mais de manière très globale, on peut dire qu'on n'est pas dans la bonne direction. Dire que ce rapport, c'est le premier rapport, et il y en aura un deuxième. Donc c'est un rapport trimestriel. Donc je pense que je me suis fait comprendre. C'est un rapport trimestriel. C'est vrai, c'est le premier rapport, il y aura un deuxième rapport, un troisième, ainsi de suite. Merci. Vraiment un élément, c'est qu'avant tout ça, la présentation et l'engagement Oyo, il y a également JED, journaliste engagé, qui a fait pratiquement l'exercice manque OEP, mais concernant la presse. Je vais vous inviter également à lire le rapport JED, le mois passé, au mois d'octobre, sur engagement et président, mais côté médiatique. Il faut ça plus accent dans la sécurité, dans la justice, mais JED a sali même étude, a sali présentation dans le mois d'octobre sur la presse. Pour à votre question, comme l'a dit le modérateur, M. Emmanuel, l'ancien régime, c'était un régime purement militaire et qui a été remplacé par un régime civil. Et les méthodes que le régime militaire utilisait ne devaient pas être la même chose que les méthodes que les régimes de M. Félix Tshisekedi devaient être utilisées. Voilà pourquoi nous avons pensé à faire une certaine comparaison et surtout par rapport à ce que le président de la République avait donné comme engagement, avait pris comme engagement. Merci. Il y a des marqueurs, de notre point de vue, des marqueurs sur lesquels nous pouvions évaluer l'action du président. Monsieur Yves l'a dit, Emmanuel l'a répété, je vais peut-être remettre un accent dessus encore, c'est que depuis le président Kasavubu, c'est 40 ans après que nous avons l'arrivée d'un pouvoir civil. Nous avons eu 40 ans de pouvoir militaire, que ce soit Mobutu, que ce soit Mosé le Père, que ce soit Joseph Kabila, d'émanation militaire. 40 ans, plus de 40 ans après, nous avons un retour d'un pouvoir civil. Et donc c'était un marqueur important pour voir comment la rupture s'installait dans la manière notamment de gérer les aspects sécuritaires entre un pouvoir civil et toute l'architecture habituelle que nous avions eue avec un pouvoir d'émanation militaire. Je rappelle quand même que, je crois Emmanuel l'a dit au début de l'activité, Transparence est une coalition d'organisation et des personnalités. Et donc à partir de 2021, la coalition s'est mise en place. Le rapport cite quelques organisations qui font partie de la coalition. Et la première chose, ça a été un travail de collecte des données en termes d'engagement. Si vous suivez ce que fait le CEPAS depuis le début, nous revenons sur la qualité de l'offre politique. C'est une question récurrente chez nous. Comment nous faisons en sorte pour améliorer la qualité de l'offre politique? Et donc, dès 2021, nous avons commencé à étudier l'offre des candidats, et particulièrement des candidats qui ont été élus. Et donc, nous avons fait un travail, premièrement, de collecte. Il y a des experts, c'est pourquoi il a parlé d'experts, donc qui ont été associés à ce travail, des collectes d'engagement. Ensuite, d'identification de ce que nous avons appelé des marqueurs. Parce que, par exemple, comme je dis, j'aide à étudier essentiellement l'engagement relatif à la presse. Et donc nous avons étudié, nous avons estimé de nos côtés de la coalition qu'il y avait des marqueurs assez importants, à savoir la sécurité, la justice, les infrastructures, les grands travaux, et l'aspect renseignement entre dans la sécurité, qui devait, de notre point de vue, être mis en exergue. Et donc on a mis en exergue ces trois secteurs, justice, sécurité et grands travaux. Et sur ces trois secteurs-là, si vous partez de 2022, puisque la commission a été mise en place en 2021, c'est à partir de 2022 que nous avons commencé à suivre d'abord les engagements déclarés, ensuite la mise en œuvre des engagements. Là également,
par secteur, les experts, certains ont travaillé dans la mise en place d'engagements sécuritaires, d'autres dans la mise en place d'engagements de la justice, et d'autres dans la mise en place d'engagements liés aux grands travaux. Et donc le rapport tel qu'on vous l'a présenté, ce n'est qu'une partie, et je crois que c'est Yves qui l'a dit, c'est la première partie des données qui ont été mobilisées dans les 3 secteurs présentés ici. Voilà un peu succinctement la méthodologie qui a été adoptée. Je reconnais, on l'a déjà dit également, que ce choix arbitraire de mettre les marqueurs, c'est par rapport à l'observation menée par la coalition pour se distancier du travail fait par d'autres organisations comme GED qui a travaillé essentiellement sur la presse. On a cité le rapport d'ACAJ dans le rapport parce que ACAJ a également fait un travail de monitoring des questions d'humanisation des renseignements, et donc nous n'avons pas voulu qu'il y ait une sorte de collision dans les travaux, et nous avons pris les segments qui nous permettaient de nous distancier du travail fait d'autres. J'ai dit que la coalition s'est mise en place en 2021, mais si vous prenez les éléments qui ont été présentés dans le rapport, c'est l'exercice depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Le travail s'est focalisé sur les engagements pris par le candidat Félix Tshisekedi, mis en œuvre par son gouvernement. Donc il s'agit d'une évaluation de la gouvernance du gouvernement. Maintenant, est-ce que la partie FCCK, si je me comprends bien, fait partie de l'analyse? Si on part du fait qu'on est parti de fin 2021, depuis 2022, c'est pratiquement la fin de la coalition. Et donc on n'a pas mis vraiment en exergue la particularité de la coalition FCCH. On s'est limité à l'action gouvernementale de manière globale. C'est-à-dire que c'est la politique du gouvernement. Ce n'est pas la politique des partis, c'est la politique du gouvernement. Et donc lorsque nous parlons d'évaluation, par exemple, de la mise en œuvre de l'état de siège, c'est la politique du gouvernement. Lorsque nous parlons de la politique diplomatique, c'est la politique du gouvernement. Nous, on n'a pas spécifié gouvernement Sama ou gouvernement Samaloukonde ou M. Ilukamba. Nous avons parlé de la politique du gouvernement de manière globale. Autant les acquis qui sont soulevés ici, la CLPC, la CNRF, la Cour des comptes sont les acquis du gouvernement, autant les critiques sont les critiques du gouvernement. Pour qui point de presse pour être rapport numéro 1 à Bissau sur les engagements pris par les autorités politiques ou encore les autorités publiques en Bissau. Alors, ça qui pour rapport au Lélo parce que tu pensais que c'est utile pour ça le bilan par rapport à l'engagement ou certaines autorités publiques bazoaki. Alors, on a quatre engagements où tu as 3 axes prioritaires encore, 3 axes où tu sais les rapports par rapport à l'engagement au gouvernement bazoaki, des représentants de la République bazoaki, et tu as dans le secteur il y a sécurité, tu as dans le secteur il y a infrastructure, et tu as dans le secteur il y a justice. Dans le secteur il y a sécurité, total qui promesse il y a des tata mokondi, de Félix Tshisekedi aloba qui était à installer le quartier général na Beni, mais aussi à la nyonso pour être kimia ezonga na est ya mboka na biso. Voilà tout déjà qui premier axe na biso. Deuxième axe par rapport à la sécurité, de tala qui était denga tala qui promesse na Nairobi ou aloba qui de bosso ya bandeko na biso que à humaniser ba service et renseignement ANR, mais aussi des MIAB y compris et tous les autres services de renseignement. Aloba qui était na bamikolo o fallait que landa, il fallait que matérialisation et juridiction spécialisée moko o et lutter contre corruption, koyiba ya mosolo ya l'État, blanchiment des capitaux. On est dans le secteur il y a justice, mais aussi total IP secteur où il y a makasi, où il y a litomba makasi secteur il y a infrastructure. Ndeko Tshisekedi a présenté qui aloba qui était année 2022 eza année à grands travaux, c'est-à-dire a présenté qui biso 9 projets au azala qui nango liboso ya parlement a présenté qui biso 9 projets et tomeka qui est un peu kota la biso en tant que coalition il y a ba organisation société civile réunie na transparence RDC conduit par partenaire la biso se passe tomeki kotala ba engagement wana o monsieur Ndeko Tshisekedi azwaki mais aussi o ezala qui appliqué pour la plupart des cas et par gouvernement naé. Et tu noter clairement que par exemple dans le secteur où il y a sécurité, où on a comme M. Félix Tshisekedi aloba qui est à Rokende Kocha, quartier général naé
na est ya mboka na Beni et salemité tilelo ndeko Félix Tshisekedi azotala bapasi ya ba Congolais mais aussi azotala milelo ou encore ba agression wana ba ezosala ko na biso na musika pendant que ezalaki eloko ya malamu likanisi wana azwaki. Deuxièmement totali pete côté ya humanisation et service ya renseignement totali un peu débrief du simple fait que depuis 40 ans mboka na biso ezalaki sous un pouvoir militaire. Totali ndeko na biso Mobutu o azalaki un militaire, totali Mouzé Kabila o azalaki un militaire, ndeko Joseph Kabila pas azalaki un militaire, et après 40 ans tozu pouvoir civil, c'est-à-dire Moto azalaki Mutamando qui était à côté pouvoir. Alors il fengela ki biso était tout ça la moi ligne de démarcation parce que ça marqueur à Makasi, il fallait qu'il total la gestion et ba service à renseignement, fonctionnement ba service à renseignement sous ces pouvoirs militaires là et sous les pouvoirs civils ndeni ezo salema to noter que le tozota la mikolo ya à boire et à manger na kati ya eloko wana. Tomoni clairement qu'à un certain moment, oui, ndeko Félix Tshisekedi a libéré qui bat certains opposants politiques dans l'arrivée naé, mais to noter qu'il y a une certaine montée en puissance, il y a des services mususu, il y a renseignement avec des pratiques inhumaines, ou to koki corrélé en parce que tout ça un rapport il y a ACAJ ou à relais qui bat arrestation, on a ba manière, il y a arrestation on a tout ça peine un rapport il y a justice il y a o salemaki. Totali epete que na kati ya promesse wana engagement wana mingi ba kasho clandestin ti lelo ezali kaka parce que toza na tokota la kaka rapport ya kajwana ezo relayer yango et wana eza par rapport ya secteur ya sécurité. Par rapport au secteur, il y a infrastructure, il faut que ndeko Félix Tshisekedi a lancé qui va projet belé notamment ba projet on se fait que en 2022 pour être qui année à grands travaux, mais jusque là en 2022, il n'y a que très peu de projets qui ont débuté. Tout ça par exemple un projet en construction en eau profond, il y a port en eau profonde. Où il fait que en 2022, en 2023, banzélé belé où il fait que réhabilitation mais aussi bitumage ça limité. Tout ça peut d'un côté à justice. Automoni était coalition Transparence RDC. Ils ont reconnaître que M. Félix Tshisekedi a redynamisé, peut créer des services, encore va organiser belé au niveau de la justice, notamment Sénaref, IGF, tout ça na APLC, Oyo, ils ont des services qui ont aider la justice. Mais au-delà, il y a moins de redynamisation. Tu dois reconnaître que monter en puissance, il y a des détournements, il y a des bilans qu'on a biso, il y a des bilans, il y a des bilans qu'on a belé. Et il y a des fournir des recommandations, il y a un rapport on a biso. Oh, tu peux si na chaîne, tu peux si na de Félix Tshisekedi en tant que président de la République, tu peux si na population peut recommandations, société civile, justice, peut na parlement. Yango wana mukie eloko esalemaki lelo na cadre de la conférence de presse au ezalaki na kati ya CEPAS organisée par la coalition Transparence RDC.